Bonjour. Alors donc vidéo sur le chapitre 12, donc qui est le tout dernier chapitre. C'est un assez petit chapitre. Et donc ce chapitre il porte sur la complexification des génomes, transferts horizontaux et endosymbiose. Alors pour resituer un petit peu, en fait c'est le chapitre qui est la suite logique du chapitre 8, qui était le chapitre de génétique. Donc celui avec les brassages, voilà, les anomalies de la méiose qui mènent à la trisomie, ce genre de choses. Et en fait, la logique de ce chapitre-là, c'est que on a en fait des phénomènes qui vont augmenter la diversité des êtres vivants, donc leur complexité, mais qui sont pas les phénomènes qu'on a vus dans le chapitre 8, qui sont des phénomènes qui sont liés à la reproduction sexuée. D'accord ? Voilà. Et on va voir, en fait, c'est la notion principale donc qu'il va y avoir, c'est la notion de transfert génétique horizontaux. Et donc, on va voir de quoi il s'agit tout d'abord. Et après, on verra deux exemples un peu plus précis de justement transferts génétiques horizontaux, qui sont la transformation bactérienne et l'endosymbiose. Alors, tout d'abord, faut bien comprendre, c'est quoi le concept d'un transfert génétique horizontal. Alors, un transfert génétique horizontal, ça peut paraître bête, mais à la base, c'est un concept qui a été créé en opposition à ce qu'on appelle un transfert génétique vertical, du coup. D'accord ? Vertical, horizontal. Alors, le transfert génétique vertical, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est le transfert génétique donc de gènes par la reproduction sexuée, donc en gros d'un parent, enfin deux parents, à leurs enfants. D'accord ? Tout simplement, voilà, il y a transmission d'une partie des gènes lors de la formation des cellules reproductives, des ovules, des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, ces ovules, ce qu'on a vu dans le chapitre 8, ils reçoivent la moitié des gènes du parent qui les a formés. Et du coup, l'enfant, en fait, il a la combinaison donc de la moitié des gènes d'un de ses parents et de la moitié des gènes de l'autre parent. Voilà. Donc ça, c'est du transfert vertical. C'est le transfert en fait génétique classique, quoi, qui a lieu. D'accord ? Alors le transfert génétique vertical, je suis obligé d'en parler un petit peu plus en détail parce qu'en fait, il y a la notion de phylogénie qui est mentionnée dans le programme. Alors ça fait partie, c'est juste marqué en tant que notion importante. Donc il faut que j'en parle un petit peu, mais en soi, c'est pas du tout détaillé dans le corps du programme. Ça fait pas partie des notions où il faut être capable de dire une phylogénie c'est comme ça, un arbre phylogénique c'est comme ça. Donc ce que je vais expliquer là, c'est ce que j'indique en majuscule ici, c'est pas à connaître, à mon sens, pour la restitution de connaissances. Par contre, faut savoir d'où sortent ces documents avec des arbres phylogénétiques. Je pense là à l'étude de documents pour pouvoir comprendre un peu à quoi ça correspond. D'accord ? Et donc voilà. Donc je présente un peu ces concepts. Alors, avec la transmission verticale, donc on n'est pas encore sur le sujet exactement de notre cours là, en fait donc c'est la transmission de génération en génération. On peut réaliser en fait une classification des êtres vivants qui s'appelle la classification phylogénétique. Alors vous faites attention à l'orthographe, c'est pas le même fil qu'en philosophie, et c'est pas le même fil que dans chlorophylle. D'accord ? En philosophie, il y a un I. Dans chlorophylle, il y a un Y, mais il y a deux L. Et là, c'est philo, avec juste un Y, un L, génétique.
en fait, la classification phylogénétique, phylos, en gros, ça veut dire branche. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on fait des espèces, si vous voulez, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée générale d'arbres généalogiques, entre guillemets, des espèces. C'est-à-dire que la classification phylogénétique, c'est, on les regroupe par parenté. C'est-à-dire que celles qui sont le plus proches, qui ont l'ancêtre commun le plus proche, on les met ensemble, et on crée donc ce qu'on appelle un phylum. Donc, par exemple, pour prendre un exemple vraiment simple, vous prenez une plante, vous prenez un chat, vous prenez un tigre. Bon, c'est relativement évident que le tigre et le chat, on va les mettre ensemble, d'accord? Ils vont appartenir à un phylum, parce que bon, bah, tout simplement, ils ont beaucoup de caractères en commun. On va reparler un petit peu. Et puis la plante, c'est aussi un être vivant, elle a une parenté avec eux, mais évidemment qui est beaucoup plus lointaine. D'accord? Donc, voilà, un arbre phylogénétique, c'est, on met ensemble les êtres vivants qui sont le plus proches, puis ensuite, si on a une autre espèce, bah, on la met en fonction de cette parenté, et puis si on a plusieurs espèces, bah, du coup on cherche laquelle est la plus proche, etc., etc. Donc on obtient des arbres phylogénétiques qui ont toujours un peu cet aspect-là, avec des branches de plus en plus petites, qui regroupent des espèces de plus en plus proches. D'accord ? Voilà, donc là j'ai mis un exemple, donc justement, avec des êtres vivants qui sont quand même plus apparentés que l'exemple de tout à l'heure, où on a un homme, une roussette, c'est-à-dire une chauve-souris d'une certaine espèce, et un pigeon. Bon, il y a plusieurs espèces de pigeons, mais dans notre cas, c'est pas trop un problème. Bon, et donc, en fait, qui on va mettre ensemble ? On va mettre ensemble l'homme et la roussette, la chauve-souris. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que en fait, comment on sait qu'ils ont une parenté plus forte ? Comment on sait qu'ils ont un ancêtre commun plus fort ? Tout simplement parce qu'ils partagent des caractères qui, de toute évidence, sont des caractères qui sont issus d'un ancêtre commun qui avait ces caractères. C'est-à-dire que c'est tous les deux des animaux qui possèdent des poils. Les poils, c'est des structures particulières. Il y en a bien sûr pas chez le pigeon, qui a des plumes. Il y a des mamelles. Donc en fait, il y a des structures capables de produire du lait. Il y a évidemment pas du tout ça chez le pigeon. Il y a une gestation avec donc un utérus, voilà, chez les êtres féminins, qui est capable d'accueillir un bébé, etc., avec un placenta, etc., etc. Donc il y a tout un tas de points communs qui viennent d'un ancêtre commun ou deux, qui a existé à un moment, et qui avait lui-même ses caractères. Et puis, le pigeon, lui, il a pas tous ces caractères-là, donc de toute évidence, il forme une espèce plus éloignée, et même s'il y a un ancêtre commun, parce qu'il y a des caractéristiques communes entre un homme, une roussette et un pigeon, l'ancêtre commun des trois est plus lointain. Voilà. Et donc, faut simplement faire un peu attention dans les arbres phylogénétiques. Il peut y avoir des caractères communs entre des espèces qui sont pas directement apparentées. Par exemple, dans le cas du pigeon et de la roussette, les deux ont des ailes. Alors après, ce qui fait qu'on va pas mettre la roussette et le pigeon ensemble, c'est que c'est des ailes qui ont pas du tout la même structure. Et puis, surtout, c'est des ailes, mais il y a plein d'autres caractères qui vraiment mettent ensemble l'homme et la roussette, et donc juste l'aile, c'est un peu léger, juste pour les mettre en commun de façon crédible. Voilà. Donc en fait, c'est ce genre de raisonnement, les arbres phylogénétiques. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être des experts de ça, mais à l'occasion, ça peut tomber dans un exercice d'étude de documents. Voilà. Alors, du coup, les arbres phylogénétiques, c'est fait grâce
aux caractères qui sont transmis de façon verticale. C'est-à-dire que justement, la caractéristique de l'homme et de la roussette, c'est que ces caractères, poil, mamelle, gestation, ils les ont reçus des générations précédentes, et on remonte les générations jusqu'à l'ancêtre commun. Donc ça, les arbres phylogénétiques, c'est typiquement quelque chose qu'on crée, qu'on fait avec les caractères verticaux, qui sont transmis verticalement. D'accord ? Voilà. Donc ça, cette vidéo que je viens de faire là, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut pas retenir vraiment au sens strict pour la restitution de connaissances. Hein. D'accord ? Je vais arrêter la vidéo ici. C'est vraiment, comme un certain nombre de choses qu'on a fait cette année, du contexte. D'accord ? Voilà. Donc, j'arrête là, et après, je vais faire une deuxième vidéo où je vais vraiment présenter en détail les concepts vraiment importants qu'il faut retenir pour cette partie, qui sont en fait les transferts horizontaux. Voilà.